Amis de la culture, bonjour, bienvenue à la télé de Lyon dans l'émission Top Culture. Aujourd'hui, nous recevons Anaïs, alias Stone Martin, qui est auteure, éditrice, qui a un parcours assez atypique aussi, qui va nous en parler, de tout ça. Il n'y a pas d'émission sans invité, mais il n'y a pas d'émission, bien sûr, sans régie. Allons voir la régie. Il y a Célestin, il y a Damien. Alors c'est parti. Alors Anaïs, bienvenue à Télé de Lyon, Top Culture, ça fait plaisir de vous recevoir. Merci à toi pour l'invitation. C'est vrai, on se connaît. Oui. Mais comme c'est naturel, comme ça, c'est bien. C'est ça. Alors tu es venu nous parler de ton livre, mais avant, j'aimerais que tu nous racontes ton parcours qui est un peu atypique quand même. Oui, parce qu'effectivement, aujourd'hui je suis auteure et éditrice, mais j'ai un parcours qui était complètement à l'opposé, c'est-à-dire que en fait, j'ai eu un bac littéraire en 2005 maintenant. C'est pas si opposé que ça. Non, mais Bac c'est la littéraire. suite en fait. Ah, c'est après que ça a un petit peu bifurqué dans tous les sens. En fait, en 2005, j'ai eu mon bac littéraire et en fait, à l'époque, j'avais des gros soucis de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, je pense, de l'agoraphobie. En fait, c'était pas du tout diagnostiqué à l'époque, mais voilà, des grosses problématiques pour me déplacer dans des grandes villes, dans des endroits où il y avait trop de monde et dans des endroits où j'avais pas de repères. Donc pour moi, en fait, partir dans une grande ville, faire mes études, c'était absolument inenvisageable. Et tu étais consciente que c'était un handicap ou... Pas du tout. C'est-à-dire que pour moi, c'était quelque chose où je me disais, ça fait partie de ma personnalité. Voilà, je suis quelqu'un qui a... Je voyais même pas ça à l'époque comme une pathologie, comme un handicap. C'est que j'étais comme ça. Je me disais, bon, voilà, il y a des gens qui sont faits pour partir dans des grandes villes, qui voyagent. Moi, je vais devoir vivre avec ça. Et du coup, à l'époque, j'ai surtout mis en place des situations d'évitement. C'est-à-dire que j'ai dit à ma mère à l'époque, je sais pas trop ce que j'ai envie de faire de ma vie, donc je vais bosser. Voilà, ce qui était totalement faux. Mais je suis quand même allée travailler du coup, et de petit boulot en petit boulot, j'ai quand même repris mes études sur Sens et je me suis formée en fait dans les ressources humaines. J'ai passé une licence sur Sens dans les ressources humaines et j'ai travaillé jusqu'à l'année dernière dans ce domaine-là en fait. En tout Alors, ce qui est, faut quand même dire que l'agoraphobie, c'est un vrai handicap. Hein. Oui. Toi, tu as réussi à t'adapter à ton handicap et à en faire presque un peu une force, à le retourner en ton avantage. Mais Oui. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi l'agoraphobie ? L'agoraphobie, c'est ça. En tout cas pour moi, alors je ne sais pas exactement si c'est une agoraphobie, parce que quand on parle l'agoraphobie, c'est une anxiété quand on va dans des grands lieux, plein de monde, etc. Mais moi, c'était plein de choses qui se greffaient. C'est-à-dire qu'il y avait cette anxiété dans des grandes villes, dans la foule, et il y avait surtout une anxiété dans des endroits où j'avais aucun repère. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années en arrière, par exemple, mon frère aîné qui vivait à Auxerre, j'étais incapable d'y aller seule, tant que quelqu'un n'était pas venu avec moi et que je n'avais pas du coup visualisé des repères. Et ça, du coup, dans des villes comme Paris, où il aurait fallu que je parte du coup à la faculté, etc., donc dans un nouvel endroit, vivre ailleurs, etc., moi c'était ça. Mais mon anxiété, ma problématique, c'était ça. C'est que j'étais incapable, en fait, de me rendre dans des lieux où j'avais aucun repère. Mais l'école, par exemple, tu avais plein de repères à l'école. Pourquoi est-ce que c'était difficile ? Parce que en fait, le lycée s'est fait. En fait, j'étais toujours accompagnée. J'avais des choses sécures. C'est-à-dire, j'avais des amis que je connaissais depuis des années qui m'ont accompagnée au collège, au lycée, etc. Une fois qu'on sort de sa ville, chacun fait son petit bout de chemin. Chacun va à droite, à gauche. Et là, moi, j'avais pas forcément des gens qui avaient envie de faire la même chose que moi. Donc, ça supposait que j'allais devoir me retrouver seule quelque part. Et ça, à l'époque, en tout cas, j'ai travaillé dessus après, des années après, grâce notamment à de l'hypnothérapie. Mais à l'époque, en fait, c'était insurmontable, en fait, pour moi. Oui, donc, et c'est en fait, c'est les angoisses quand il y a beaucoup de monde. Ouais, aussi, ouais. Et tu as quand même fait 3 enfants. Oui. Est-ce que c'est pas trop ? Écoute, voilà, c'est vrai qu'ils prennent beaucoup de place, mais après, c'est vrai que j'ai eu mes enfants et en parallèle, j'ai travaillé aussi sur ça, en fait, au fur et à mesure. Parce que suivi, t'es voir un psy. Ouais. Ça t'a aidé, énormément. Ouais. Aujourd'hui, je vais toute seule à Paris comme une grande. Donc, voilà, je suis partie il y a 3 semaines, j'ai emmené mon papa voir Genesis en concert. Donc, le concert, la route, voilà. Donc, t'étais dans les loges ou t'étais dans la foule ? Dans la foule, ouais. Ouais, donc ça, c'est quelque chose qui... Déjà, emmener mon père moi-même, j'ai fait la route moi-même, etc., ça aurait été inenvisageable il y a encore 3-4 ans en arrière. C'était juste impossible pour moi, quoi. Donc oui, entre-temps, j'ai travaillé sur ça. Donc c'est un bon psy et une bonne patiente aussi. Ouais.
qui a envie de... Oui, parce qu'en fait, ça a été un tel handicap que de toute façon, déjà, comme tu le dis, hein, quand on a des enfants, à un moment, on ne peut pas vivre avec ce handicap parce que nos enfants, ils ont envie de faire des choses, ils ont envie de sortir, ils ont envie de... Ils vont à l'école. Ils vont à l'école et puis voilà, tout ce qui va... Voilà, il y a un mois en arrière, je les ai emmenés dans un parc d'attractions, donc ça suppose qu'il faut se déplacer, etc. Et je ne voulais pas qu'ils aient à subir en fait ce handicap parce que quand nous, on le subit nous-mêmes, c'est déjà compliqué, mais je ne voulais pas que ça se répercute sur mes enfants en fait. Alors avant, que ce soit bien installé maintenant pour toi, que tu ailles mieux, et tant mieux, sinon tu ne serais pas là en fait. Oui. Voilà, on serait nous, chez toi. Peut-être, c'est ça. Peut-être. Et tu as été dans les ressources humaines, tu as été consultante, et puis à un moment donné, tu as eu un déclic où il s'est passé quelque chose et tu as dû changer. C'est même pas un déclic en fait, c'est ce qu'on appelle un burn-out. C'est que, comme tu le disais, j'ai 3 enfants qui ont aujourd'hui 8 ans, 5 ans et 4 ans. Donc en plus, qui sont très rapprochés, qui demandent beaucoup d'énergie. Et en fait, en septembre 2020, en fait, moi, j'ai repris un poste dans les ressources humaines toujours. À l'époque, ma fille cadette a commencé à avoir des soucis de santé. Donc il y a plein de choses comme ça qui se sont accumulées et que je tenais comme ça sur mes épaules. Et puis le sac s'est rempli, jusqu'au jour où, en fait, un soir, on n'arrive plus à s'occuper des enfants, quoi. On tombe et on se met à pleurer. Et notre mari nous dit, bon, là, t'arrêtes, en fait, parce que t'es au bout. Et qu'en plus, moi, j'avais, comme je te disais, pas d'entrain, en fait, à faire mon métier. Donc, si tu veux, quand en plus, t'as pas la passion, t'as pas l'envie et que tu subis le quotidien et que tu subis plein de choses, à un moment, la corde, elle lâche. Et un jour, en fait, tu te retrouves à te dire, je peux pas retourner faire ça. Je peux plus, en fait. Humainement, physiquement, psychologiquement, je pouvais plus. Mais du coup, maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi ? Je me suis retrouvée à 35 ans à me dire, soit tu continues à subir, mais du coup, tu fais aussi subir ça à ta famille, hein, parce que quand tu n'es pas heureuse, tu ne l'es pas non plus avec les autres. Soit tu regardes les choses en face et tu te dis, qu'est-ce que maintenant tu veux vraiment faire de ta vie, en fait. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé pour savoir, comment on fait pour savoir ce qu'on a vraiment envie? Alors moi, ça a été un déclic. Ça a été, en fait, j'étais en arrêt, du coup, j'étais vraiment, psychologiquement au fond du trou. Et un matin, je suis partie marcher dans un parc, la Ballastière, un parc dans ma ville. J'ai déposé mes enfants à l'école. Je suis partie marcher et c'est un lac en plus qui est très très beau visuellement en fait. C'était un matin où le soleil se levait, il y avait plein de couleurs sur le lac. Et moi, j'avais à l'opposé cette grisaille dans ma tête et je me suis dit, mais enfin voilà, t'as 35 ans, 3 enfants, t'es pas du tout épanouie dans ce que tu fais. Et je me suis souvenue que quand j'étais petite et que je disais aux adultes que quand je serais grande, moi je voudrais raconter des histoires aux gens, écrire de la poésie, les adultes me répondaient mais c'est pas un métier en fait. Il faut vraiment que tu trouves ce que tu as envie de faire parce que ça c'est pas un métier. Et j'ai pensé à cette petite fille en fait à qui on avait un peu brisé les ailes dans un sens, à qui on avait dit que c'était pas un vrai métier, qu'elle pouvait pas faire ce qu'elle avait vraiment envie de faire. J'ai une histoire pour enfants qui m'est venue en tête, mais comme ça, très vite, les mots ont commencé à venir. Et je suis rentrée à la maison, mais limite en courant, chose que je ne fais jamais d'habitude, à moins qu'en cas de danger, mais je suis rentrée presque en courant à la maison, j'ai pris l'ordi, j'ai écrit cette histoire, et j'ai envoyé un message à une de mes meilleures amies, Alexandra Bitouzé, qui est également auteure, et je lui ai dit, écoute Alex, j'en avais déjà parlé en amont, et je lui ai dit, je vais ouvrir la maison d'édition, et la première chose que je vais sortir, c'est un livre pour enfants. Voilà. Et de ce jour-là, il y a quelque chose en moi qui s'est déclenché où je me suis dit, ça y est, là, tu es capable de le faire, tu vas aller jusqu'au bout pour de vrai, quoi. Il faut dire quand même que tu écrivais depuis longtemps, enfin tu écris depuis longtemps. Ouais, j'ai commencé à écrire... Sur les réseaux sociaux Alors, j'ai commencé à écrire pour moi-même quand j'avais 12 ans, en fait. Beaucoup de poésie à l'époque, mais vraiment que je partageais pas du tout. J'écrivais dans mes petits cahiers, voilà. Et j'ai commencé à m'exposer sur les réseaux sociaux. Je me souviens toujours de son premier vers. Ouais. Allez. Sollicitude inconcevable de solitude si détestable. Et si en 1000 et 1000 tours, un jour le jeune troubadour connaîtra le mot amour, voilà, j'ai plus la suite. Il y a beaucoup de S, hein, quand même. D'où Stone. Peut-être, inconsciemment. Mais et voilà, j'ai commencé à écrire quand j'étais très jeune, beaucoup de poésie à l'époque. Et puis un jour, j'ai commencé à partager ces poèmes sur les réseaux sociaux. Il y a ça 7 ans, je crois à peu près, parce que mon fils avait 1 an. Et puis, j'ai commencé aussi à écrire des textes, des textes un peu coup de gueule sur des sujets de société. Et il y a un texte en particulier à l'époque sur le milieu hospitalier qui a commencé à être très, très, très partagé. Et de là, les gens ont commencé à me suivre. Et du coup, j'ai partagé de plus en plus de textes, des nouvelles et notamment des séries littéraires. Et donc là, ça a fait encore un effet boule de neige, puisque c'était des séries que je publiais chaque épisode. Par exemple, le vendredi soir, je publiais un épisode. Et de là, de fil en aiguille, les gens ont commencé à me suivre. Ça a fait une communauté sur les réseaux et j'ai partagé de plus en plus sur les réseaux. Mais tu vivais de quoi ?
À l'époque, j'avais mon métier dans les ressources humaines. Ah, tu continuais quand même. Je continuais vraiment. Ça t'a donné la force de démarrer ta passion. C'était exactement ça. Ça t'a donné la force Ok. Ouais, les réseaux, c'était vraiment l'échappatoire en fait par rapport au quotidien, quoi, de me dire, je me raccrochais à ça, quoi. J'écrivais sur les réseaux en me disant, bah voilà, j'ai encore cette porte ouverte. Voilà, je voulais pas fermer la porte à l'écriture parce que l'écriture est quelque chose de vital dans ma vie. Moi, j'écris pour survivre, j'écris quand je vais mal, j'écris. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Essentiel, quoi. C'est essentiel. Ouais. Vital, on va dire. Ouais, exactement. Ouais, je comprends. Très bien. Alors, comment est-ce qu'on vit maintenant? Est-ce que tes enfants ont pris conscience de la difficulté de la vie et qu'il faille absolument trouver sa passion? Est-ce que tu les laisses aller dans... Ils sont petits peut-être, mais c'est à ce moment-là mon fils aîné, par exemple, qui adore dessiner, je prends du coup effectivement le discours opposé où je dis à mes enfants qu'en fait, il faut faire ce qu'on aime dans la vie. On a ce discours quand même très formaté dans nos sociétés et on le martèle très tôt aux enfants de qu'est-ce que tu veux faire plus tard, faut te trouver un métier, faut te trouver un bon métier. Et j'explique à mes enfants qu'au-delà du métier, en fait, l'important, c'est surtout de se lever chaque matin en faisant quelque chose qui nous anime. Parce que moi, pendant des années, j'ai fait l'inverse et c'est quelque chose qui a failli m'éteindre, même psychologiquement, même voilà. Et pour moi, c'est essentiel de leur transmettre ça, ouais, effectivement. Et alors, donc là maintenant, tu travailles chez toi. Et tu as créé une maison d'édition. Oui, tout à fait. Qui a comme emblème, comme logo, peut-être on va le voir, un colibri. Tout à fait, ouais. Pourquoi? Donc ce sont les éditions Stone Martin, pour éteindre le feu, là. C'est ça. Et du coup, je tiens à préciser, le logo a été fait par Aurélie, qui est ma tatoueuse, voilà, qui m'a tatoué un peu partout. Et elle m'a très gentiment fait mon logo. En fait, c'est exactement ça, l'histoire du colibri. Vous voyez, Aurélie en fait partie de cette histoire du colibri. Donc, c'est Pink Dermographie. Elle est à Auxerre, elle est tatoueuse. C'est une femme d'une bienveillance incroyable. Et en fait, quand j'ai commencé cette aventure, j'avais pas beaucoup de fonds et je suis allée vers elle en lui disant, bah voilà, je voudrais un logo, le colibri. Et spontanément, elle m'a dit, écoute, je te le fais. Voilà, je te l'offre, je te le fais. Elle m'a fait ce logo qui est absolument magnifique. Et le colibri, en fait, c'est par rapport à une légende amérindienne. La légende du colibri, donc c'est ce petit colibri, il y a un énorme incendie dans la forêt, les oiseaux voient ce colibri qui fait des allers-retours avec des petites gouttes d'eau dans son bec et les animaux lui disent mais t'es ridicule en fait, arrête en fait, tu vas pas éteindre un énorme incendie avec quelques gouttes d'eau. Et le colibri répond peut-être pas, mais moi je fais ma part. Et en fait cette histoire du colibri, c'est une histoire qui a toujours été très présente sur mes réseaux. Parce que les gens qui me suivent depuis des années, voilà, ont aussi cette bienveillance, cette idée qu'on peut tous un peu aider. On l'a fait il y a quelques mois en arrière avec Alexandra Bitouzé qui avait ouvert son petit atelier. Elle est artisane lainière et je l'avais partagé sur mes réseaux et tout le monde avait mis un peu dans sa cagnotte. C'est cette idée qu'en fait dans la vie on peut tous un peu aider les uns les autres sans forcément faire des actions gigantesques, mais juste l'idée qu'on peut juste faire notre part. Et du coup le logo des éditions Stone Martin, ça a été pour moi une évidence en fait. On fait tous sa part en comprenant ce que l'on essaye de faire dans cette vie-là. Et bien justement, il y a quelqu'un qui va intervenir, Claire, qui va peut-être nous éclairer avec sa chronique La parole de l'être. Bonjour Anaïs. Bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour Claire. Anaïs, on va se tutoyer. Oui. On se rend compte, mais on va se tutoyer Ça me va. parce que j'ai fait quelque chose d'un peu particulier. Je pense que ça doit être le fait d'être entre auteurs. À mon avis, il y a dû avoir des ondes qui passaient. J'ai fait 2 lettres. Tu m'en veux pas, Nicolas? J'en ai fait 2. Mais je vais prendre le même temps. Hein. Et c'est pas n'importe quelle lettre, parce qu'en fait, c'est la première lettre de ton prénom, Anaïs. Mais comme on avait déjà fait le A, mais vu ton métier, j'ai dit, tiens, il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on raconte parce que je parle de l'origine de notre alphabet et de cet alphabet, donc, source, qui n'est pas seulement juste, ce ne sont pas que des lettres, c'est un chemin, en fait. C'est-à-dire que l'alphabet, au sens spirituel du terme, c'est par nos lettres, c'est par l'écrit qu'on donne du sens aux choses. C'est par ça qu'on donne de l'esprit, qu'on donne l'esprit des choses. Et donc, cet alphabet de nos ancêtres, il se lit à l'inverse d'une autre, c'est-à-dire il se lit de la droite vers la gauche. Donc c'est d'abord le Aleph qui va devenir le A,
donc celui de Anaïs. Et ça va jusqu'au Tav, qui est ici, qui va devenir le To en grec et notre T. Et donc, ça, c'est le début et la fin. Et il y a tout un chemin. Alors, mon maître de calligraphie appelle ça le jeu de loi. Il a un peu raison. Il a même complètement raison. C'est ça, Franck Laloux? Oui, Franck Laloux. C'est un peu comme un jeu de loi, c'est-à-dire que c'est notre chemin de vie. Donc, à travers ces lettres, ce qu'elles nous enseignent, c'est que de chaque lettre, on a un enseignement à tirer. Et donc, le Aleph, qui est la première, c'est l'énergie première, c'est-à-dire le désir de faire des choses. Ça serait comme un spermatozoïde, un peu. Voilà. C'est la première, c'est l'idée. Mais c'est pas vraiment un spermatozoïde, c'est ce qu'on a dans la tête. C'est l'idée qu'on a dans la tête. Et comment on l'accomplit, cette idée. Et la dernière lettre, donc le Tav, Aleph veut dire le taureau, donc cette première énergie. Et le Tav, ça veut dire le signe. C'est la seule lettre qui ne veut pas dire quelque chose de concret. Parce qu'en fait, le signe, ce Tav, comme les lettres ont beaucoup gigoté sur les pierres, avant elles étaient faites sur des pierres, c'était une croix. Et en fait, le signe, c'est la signature. C'est-à-dire, c'est une fois que les choses sont accomplies, on signe. Oui. Donc, je trouvais que c'était intéressant par rapport à ton métier. Parce que c'est le principe de l'écriture et qu'on écrit nos vies. Et donc, à travers les lettres, le fait d'entrer à l'intérieur des lettres et d'entrer à l'intérieur de nos noms, mais des lettres en général, on pénètre aussi nos vies à travers ça. Et donc, le Tav, qui est cette signature. Et c'est pour ça que dans les papiers administratifs, on met, pour les personnes qui ne peuvent pas signer, qu'elles signent avec une croix. Ça vient de là, en fait. D'accord. Donc, c'était, c'est la signature une fois que l'œuvre est accomplie. Et par rapport à ton parcours, qui est d'une richesse incroyable et plein de bosses, de creux, de bosses, de rebondissements, de barrières aussi, de plein de choses, c'est vraiment, quelque part, ce que tu crées aujourd'hui, c'est l'aboutissement aussi d'un long chemin et où tu mets justement ta signature à travers cette maison d'édition. Et qui était certainement ce que tu avais à faire là, aujourd'hui. Parce que c'était, effectivement, c'est de ce dont il s'agit. J'ai bien fait de faire de lettres. Ah oui, formidable. C'est de raconter le chemin, parce que j'ai jamais raconté ce chemin, ce fleuve. Voilà. Merci beaucoup. Merci aussi. Merci, un plaisir, Claire. Alors, on retrouve tout. Toi, merci. On retrouve tout ce que tu nous dis, tout ce que tu nous dis pas aussi, sur ton site. Alors, il n'y a pas tout sur mon site, mais il y a quand même. Mais on peut me contacter via mon site, donc www.clairemarin.net. Bravo, formidable. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Et ben voilà, Stone, Anaïs, hein, Oui. on en entend ça un petit peu plus. Ouais. Non, c'est assez. Alors on va parler la maison d'édition ou le livre. Qu'est-ce qui vient en premier Eh bien, le livre. pour toi? Le livre en premier? Ça a été le livre, parce que voilà, et comme je t'expliquais tout à l'heure, cette histoire qui m'est venue un matin, en tout cas, ça a été ce qui m'a permis d'oser et de me lancer. Me dire, ça y est, maintenant, tu as quelque chose de concret. Donc, arrête de trouver des excuses et vas-y, une bonne fois pour toutes, lance-toi. Donc, ouais, moi, c'est le livre qui est venu en premier. Est-ce que oser, c'est le démarrage de tout? Ouais. Si on n'ose pas, on n'avance pas. C'est ça, c'est qu'à un moment, puis comme je disais tout à l'heure, on est dans une société très normée. En plus, quand on fait des métiers comme ça, un peu qui touchent à l'artistique, on a cette idée que le métier artistique, c'est pas vraiment un métier, que c'est plus une passion, qu'on va pas en vivre, mais que c'est pour se divertir, pour s'occuper. Et donc là, ouais, c'était vraiment oser et dire, maintenant, je suis auteur, en fait. C'est ce que je suis, au plus profond de moi, en fait, et je veux en vivre, en fait. Je veux me pouvoir dire aux gens, et aujourd'hui, c'est vrai que c'est une de mes fiertés quand on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Avant, je répondais, je suis consultante, je travaille dans les RH, et aujourd'hui, je peux dire, je suis auteur, en fait. Voilà. Éditrice. Et éditrice. Voilà. Mais le plus dur, c'est d'oser, je suis d'accord. Ouais. Alors, le livre, en premier, donc, qui est Déva et la lune contrariée. Oui, tout à fait. Alors, voilà, donc ça, déjà, c'était une rencontre avec une illustratrice. Oui, tout à fait. Orlanello.
Orlan Elliott, ouais. Elliott, pardon. Ouais. Orlan Elliott, qui est une très jeune illustratrice dans l'idée du colibri. Comment tu l'as rencontrée ? Sur les réseaux sociaux. Voilà, oui. C'est quelqu'un qui me suivait sur les réseaux et elle avait une page L'Antre des cœurs sauvages où elle faisait de l'aquarelle. Et en fait, dans l'esprit de l'histoire, moi, je voulais pas de dessin numérique, je voulais pas de choses faites à l'ordinateur. J'avais envie de retrouver un peu cette authenticité, justement, dans ces dessins à l'aquarelle qui sont très enfantins, très colorés, très doux. Et en fait, j'avais vu les dessins d'Orlan et un jour, je lui envoie un message comme ça, parce que j'avais déjà un premier illustrateur qui m'avait dit oui, je te le ferai, puis bon, qui m'a un peu laissé de côté. Et ça m'avait un peu découragée. Je me suis dit, écoute, c'était pas lui, donc voilà, je cherche ailleurs. Et un jour, je vois en fait sur la page d'Orlan une aquarelle où elle avait dessiné une lune. Voilà. Et alors moi, je suis très dans la croyance des signes, etc. Et je me dis, voilà, il n'y a pas de hasard. Et je lui envoie un message, mais comme ça, vraiment du jour au lendemain, je lui dis bonjour Orlan, voilà, je me présente, Stone Marten, tu me suis un peu sur les réseaux, j'écris des histoires. Écoute, je t'envoie une histoire pour enfants, si ça t'intéresse, je voudrais que tu l'illustres. Et voilà, je lui envoie vraiment ça mot pour mot. Elle était hyper surprise, elle me dit il n'y a pas de souci, je lui envoie l'histoire, elle la lit, et 2 heures après, elle me dit j'adore l'histoire, je veux le faire avec toi. Voilà. Et on est partis comme ça, un peu comme 2 gamines, en fait, parce qu'on est en plus novices dans cette aventure, toutes les deux. Et on s'est lancé là-dedans, tête baissée, et je ne le regrette pas, parce que c'est une magnifique illustratrice. Et une des choses qu'elle m'a dit, c'est que c'était un rêve de petite fille pour elle d'illustrer un livre. Donc il y a aussi ce côté du colibri, où je suis très heureuse de lui offrir l'opportunité de réaliser ce rêve de petite fille. Ainsi que pour les enfants qui vont... Ouais. C'est pas que pour les enfants. C'est assez... Il y a forcément toujours un message de fond derrière que les adultes... Comme quoi, par exemple, la lune brille. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est d'abord le dessin qui a inspiré en premier l'histoire ? Non, c'est... Sur la lune ? Non, c'est l'inverse. L'histoire est venue comme ça, et après j'ai confié l'histoire à Orlan, et elle en a fait ce qu'elle en a fait. Ah ouais, d'accord. Ouais, elle l'a magnifiquement bien fait. Mais oui, il y a toujours un message de fond, de toute façon, pour les grandes personnes, hein, quand on a envie de lire entre les lignes. L'histoire de Deva, c'est une petite fille qui n'arrive plus à dormir parce que la lune brille beaucoup trop. Elle brille trop parce que le soleil éclaire trop ou... Non, elle brille trop d'elle-même, voilà. Elle est contrariée, elle veut se faire remarquer, elle brille trop. Et entre les lignes, c'est aussi de dire, d'apprendre à faire attention aux autres, voilà, d'être plus dans la bienveillance, de faire attention aux autres, et puis d'essayer de comprendre comme ça un peu ce qui peut ne pas aller chez les autres, parce qu'on est aussi dans l'idée que tout va parfois un peu trop vite et qu'on ne fait plus attention les uns aux autres. Voilà. Je suis d'accord. Je suppose que tu as dû tester tes histoires sur tes enfants. Oui, ouais. Ils se portent bien ? Ils se portent bien, ouais, ça va. Et alors, est-ce qu'ils comprennent suivant les âges qui sont différents, ils comprennent l'histoire? Alors moi c'est très drôle parce que comme je te disais, ils n'ont pas du tout le même âge, 4 ans, 5 ans, 8 ans, et ils ont effectivement pas du tout la même approche de l'histoire. C'est très très drôle de voir leur réaction. Ma cadette au milieu a une réaction très terre à terre en fait, où elle dit voilà, faut aller baisser un peu la lumière de la lune. Mon fils est plus spirituel, où il comprend qu'effectivement c'est parce qu'on fait pas attention à elle. Et puis la petite dernière qui va avoir ses 4 ans là dans quelques jours est plus attirée par cette histoire. En fait, cette petite fille va voyager en fait avec son papa sur un ours ailé. Et donc elle, c'est ça qui la fascine. Voilà. Donc elle me demande un ours ailé. Donc voilà, je suis pas du tout embêtée dans l'histoire grâce à ça. On a d'autres photos d'ailleurs, d'autres illustrations de l'intérieur. Alors ça, c'est l'arrière de la couverture. Et il faut savoir qu'en fait, Deva et la lune contrariée fera partie d'une collection qui s'appelle Les Histoires du soir pour les enfants particuliers. Et le but de cette collection, en fait, c'est d'offrir plus de visibilité aux enfants oubliés dans la littérature jeunesse, parce qu'aujourd'hui, on traite de sujets. Donc là, cette petite fille, elle a 2 papas. Et ce sont des sujets en fait qui sont traités en tant que vrais sujets, c'est-à-dire qu'on va faire des livres sur l'homoparentalité, etc. Mais on ne va jamais inclure des personnages et en faire une normalité. Voilà, cette histoire, en fait, cette petite fille a 2 papas, c'est pas du tout le sujet de l'histoire. C'est une normalité, elle a 2 papas, elle vit dans une famille homoparentale et ça s'arrête là. C'est la toile de fond. Et c'est aussi pour que les enfants qui vont lire ces histoires réalisent qu'en fait, c'est une norme qu'on peut avoir 2 papas et qu'il n'y a pas besoin d'en faire toujours un sujet, justement. Et alors, justement, tu as décidé d'aider l'association Les Enfants Arc-en-Ciel. Oui, les enfants d'Arc-en-Ciel. On voit le logo aussi. Ouais, tout à fait. C'est une association, en fait, qui soutient et qui aide les familles, justement, homoparentales, qui défendent leurs droits. Et en fait, les éditions Stone Marten, donc encore une fois, le colibri, on y revient. Le but, c'est qu'à chaque fois que je sortirai un livre sous les éditions Stone Marten,
il y aura forcément une levée de fonds qui sera faite en lien avec le livre. Donc là, forcément, c'était pour une association qui défend les droits des familles homoparentales. Et comment tu les as rencontrés? Pourquoi les réseaux. Cette association? Les réseaux. Et en fait, j'avais Maude, une personne qui me suit depuis pas mal de temps sur les réseaux, qui est juste un amour, qui a avec sa femme un petit garçon, et qui m'a parlé de cette association. Je voulais une petite association justement parce que voilà, c'est souvent ces associations ont besoin de fonds et c'est compliqué pour eux d'aller chercher des fonds. Et du coup, Maude m'a dit, écoute, il y a cette association qui est formidable, qui aide les familles sur le terrain. Et du coup, voilà, ça a été une évidence. Et on a choisi cette association-là. Donc, tolérance, tolérer les uns les autres. Et ouais. puis, plus que tolérer, moi, j'aime pas trop le mot de tolérance parce que c'est un côté un peu péjoratif où on tolère l'autre, voilà, dans le sens où on va... mais l'acceptation, voilà, l'acceptation de l'autre. Et ouais, voilà. C'est ça. Et apprendre voilà, qu'on est toutes et tous différents et apprendre à se connaître plutôt que de se juger, en fait. Et je pense que c'est vraiment par les enfants qu'on peut faire passer ce message parce qu'ils sont beaucoup plus réceptifs que nous et beaucoup plus ouverts que nous. Et pour avoir fait des ateliers d'écriture avec des enfants, j'ai été très, très surprise positivement de leur réaction, par exemple, face à ces deux papas. C'est des choses qui n'interpellent pas les enfants, contrairement à certains adultes. Il y a plein de questions sur l'histoire. Voilà. On te demande pourquoi, Deva, est-ce qu'elle est la seule à voir que la lune brille trop ou... Alors non, elle n'est pas la seule, parce qu'elle va partir avec son papa qui est pleinement conscient de cette ligne qui brille trop et qui empêche sa petite fille de dormir. Donc non, c'est un univers qui est même visible pour les adultes en fait. Et c'était important pour moi de rappeler aux adultes qu'on rêve encore, qu'on peut encore rêver, qu'on peut encore partir dans l'imaginaire et puis qu'on peut aussi encore se laisser embarquer par les enfants. Parce que quand on les écoute, je pense qu'ils ont plein de choses à nous dire et plein de belles choses à nous montrer en fait. Ça, c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Et alors, tu as des projets aussi. Ça passe vite, bien sûr. Ouais. Et tu as le projet d'un deuxième livre. Tout à fait, qui sera avec la même équipe. Toujours la même équipe, toujours avec Orlan Elliott. Donc, ce sera Awawatu. Donc, en Swahili, ça veut dire ces gens-là. Donc voilà, je laisserai les gens découvrir la suite sur les réseaux sociaux. Mais oui, on est en train de travailler. Orlan travaille déjà sur l'illustration du second. Alors, on peut avoir toutes les infos sur les réseaux sociaux. Donc, oui, donc les éditions Stone Marten, effectivement. Je crois qu'on a un... Oui, voilà, les éditions Stone Marten, donc le site, voilà. Tu m'as expliqué tout à l'heure, mais j'ai rien compris. J'ai rien compris. C'est Instagram. Je suis sur Instagram, donc les éditions Stone Marten, Facebook, donc les éditions Stone Marten, et mon Facebook, mon profil Facebook Stone Marten, où je publie là, c'est ce que je disais, les histoires, les textes, etc. Alors, on va arriver à la fin, là. Il y a une caméra qui est ici, si tu as un message à faire passer, c'est le moment. Toujours le même, c'est cette histoire, enfin cette idée comme ça qu'on peut faire les uns pour les autres. Moi, les éditions Stone Marten, c'est une maison d'édition qui peut vivre grâce à l'aide des gens, en fait. Des gens comme Pink Dermographie qui m'a fait le logo, des gens comme Orlan Elliott qui m'a fait confiance, qui est parti avec moi dans cette aventure à tête baissée, vraiment, parce qu'on ne savait même pas où on allait. Donc, je lui ai dit, ça se trouve, on fonce dans le mur. Mais Orlan est venu avec moi, elle a foncé avec moi, donc c'est cette idée en fait d'un peu plus s'écouter et d'un peu plus se tendre la main dans une société où on a tendance à oublier qu'on peut même avec des petits gestes en fait s'aider les uns les autres. C'est pour le mot de la fin, c'est formidable. Eh bien, je vous remercie de nous avoir suivis. Pour ma part, c'était la dernière, mais on se retrouvera sur les planches bientôt en octobre. Voilà, merci de nous avoir regardés et puis à très bientôt.